On passe sur un exercice sur le décompte des congés payés de ces mêmes salariés ABCD. J'ai gardé à gauche les notions de période d'entrée et de temps partiel pour A. On part du principe que les congés qui ont été acquis de 2018 à 2019 ont été soldés et on va s'occuper des congés qui pouvaient être pris cet été et donc qui ont été acquis sur la période de juin 2019 à mai 2020. J'ai remis 30 jours, 22 jours, 30 jours et 30 jours pour chaque salarié concerné. Je vous ai mis en haut du tableau les congés payés. On a donc des congés du 27 juillet au 16 août pour A et B, des congés payés du 27 juillet au 9 août pour C et D. On a en plus A qui prend des congés du 14 au 20 septembre. Et je vous demande de faire un point sur les droits au fractionnement. Voilà le deuxième petit exercice que nous allons réaliser. Je vous laisse faire et je vous retrouve pour le corriger. Nous allons donc corriger cet exercice et voir pour chaque période de congés pris combien de congés vont être décomptés sur chaque fiche de paye qui sont à réaliser. Nous allons ici faire le focus sur le compteur des jours qu'on a en général en bas de bulletin, d'accord? Et qui cumule le nombre de jours acquis, pris et qui nous donne le solde. Donc là, pour A, j'ai une particularité qui est importante ici, c'est qu'il est à temps partiel. Si je me rappelle la règle que je vous ai donnée dans le tuto concernant le décompte des congés, vous vous rappelez que pour décompter avec exactitude les congés d'un salarié, je pars du premier jour où il aurait dû venir travailler jusqu'au dernier jour ouvrable précédant la reprise. Ce qui veut dire que notre salarié, là, il commence le mardi son décompte de congé. Donc, il n'est pas exactement en congé du 27 au 16, mais plutôt du 28 juillet, qui est le premier mardi qui le concerne, du jour où il aurait dû venir travailler. Donc, du 28 au 31 juillet pour la paye de juillet, 4 jours de congé décomptés, qui forcément vont être valorisés en absence et qui vont être valorisés en indemnité de CP. Et pour août, congé du 1, et là on va jusqu'au 17, jusqu'au lundi, parce que il reprend que le mardi. Et donc, j'ai un total de 13 jours ouvrables pris, 17 dans la totalité de ce congé-là. D'accord? Encore une fois, je rappelle que je traite les temps partiels de la même façon que je traite les temps complets, tant au niveau de l'acquisition qu'au niveau du décompte. Rien n'empêche une entreprise de vouloir ramener les choses au temps de travail réel du salarié. J'avais posé pour condition qu'on prenait les règles dans le droit commun et les principes généraux. Voilà pourquoi il se retrouve à faire comme un temps complet. En revanche, attention au niveau des dates qu'on va indiquer sur le bulletin. B est en congé du 27 juillet, parce que là on est à temps complet et qu'on a dit que l'entreprise travaillait du lundi au vendredi, jusqu'au 31 juillet pour sa paye de juillet, 5 jours seront décomptés. Et ensuite, du 1 au 16 août pour la paye d'août. Ça nous donne exactement le même total. C'est les jours qui seront indiqués sur le bulletin qui ne seront pas les mêmes. C, lui, prend des congés du 20 juillet au 9 août. Donc, 20 juillet au 31 juillet pour la paye de juillet. 11 jours ouvrables pris. Et on va avoir du 1 au 9 août sur le mois d'août. Et ça fait 7 jours pris. Ici, on a un congé de 18 jours. La différence se fait pourquoi?
Eh bien parce que ici, dans la semaine du 1 au 17 août, nous avons un samedi 15 août. Et si vous vous rappelez les règles sur le décompte, les jours fériés chômés ne sont pas décomptés en jours de congé. Et à partir de ce moment-là, les salariés, même si c'est une semaine où le samedi est normalement décompté, vu qu'il est passé en jour férié, on ne décompte sur cette semaine-là que 5 jours. Donc ces salariés ont fait une économie d'une journée par rapport aux autres qui n'ont pas posé au même moment. Je vous dis raison, le 15 août, qui n'est pas décompté en congé. Donc là, on a un total de 18 jours pris. Et on a exactement la même chose pour le salarié D. Alors, A a pris des congés la semaine qui va du 14 au 20. Même chose à cause du mardi, c'est exactement du 15 au 21 septembre. Ça nous donne une semaine complète quand même. Il n'y a aucun jour ouvré, aucun jour férié particulier sur cette semaine-là. Donc ça nous fait 6 jours ouvrables de décompter en CP. On a traité tous les congés, toutes les périodes de congés pris pour tous nos salariés. On va faire un point sur le fractionnement. Si je me rappelle les règles relatives au fractionnement, je sais que sur un droit total de 30 jours, donc vont être concernés les salariés A, C et D, j'isole la 5e semaine et je garde mes 24 jours de congé principal. À partir de ce moment-là, mes 24 jours, là, on a 17 jours qui ont été pris sur la période légale qui va entre mai et octobre. Plus les 6 jours pour A, ce qui nous fait un total de 23 jours. Il reste un différentiel de 1 jour à prendre en dehors de la période post-31 octobre, et on sait, selon les règles du fractionnement, que ce jour n'ouvre pas le droit à jour supplémentaire. À partir de ce moment-là, 0 fractionnement. En revanche, pour B et D, si on isole la 5e semaine, alors, je raconte des bêtises, C et D, et C, on ne va pas être embêté puisqu'il sort le 31 octobre. Donc, il n'y a que D qui va être concerné par notre focus sur le fractionnement. 30 jours, moins 6 pour la 5e semaine, 24 jours. Sur ces 24 jours, il a déjà pris 18 jours sur la période légale de prise des congés payés entre mai et octobre. Il lui reste donc 6 jours à prendre en dehors. Et on sait que ça donne droit à plus de jours pour fractionnement des congés payés. Voilà ce sur quoi je voulais que vous fassiez un point sur les règles de décompte. Nous passons maintenant sur l'exercice à l'indemnisation des congés payés et vous aurez fait le tour de tout ce qu'il faut savoir quand on traite un bulletin avec des congés payés.